L'une des dernières équipes à présenter sa voiture, ce sont les champions du monde en titre, et ce depuis 2014 tout de même, Mercedes, qui nous ont fait patienter pendant 30 minutes avant de dévoiler une flèche d'argent dans sa plus simple expression. Alors, retour à la livrée argentée, arrivée de George Russell chez Mercedes, retour de Lewis Hamilton, et vous allez le voir, finalement une voiture un petit peu à l'opposé de Ferrari qui paraît simple, mais qui est probablement très efficace encore une fois. Bon alors on attendait avec impatience la nouvelle Mercedes et leur interprétation du règlement technique de 2022, et je vais être honnête, je suis un petit peu déçu par la sagesse dont ils ont fait preuve. En vrai, quand on voit la Ferrari qui est osée, agressive, et quand on voit la Mercedes, on part sur un concept peut-être un petit peu plus traditionnel, mais pas moins efficace pour autant, je pense, avec notamment quelques petites trouvailles très intéressantes là aussi. Alors après avoir roulé avec une livrée noire pendant 2 ans, revoir le gris sur la Mercedes, ça fait un petit peu bizarre. Je reconnais que je m'y étais bien habitué à cette voiture noire. Je la trouvais particulièrement belle pour le coup, mais du coup le gris fait presque un petit peu banal, j'ai envie de vous dire. Mais bon, c'est juste une première impression, c'est une question d'habitude, elle reste quand même très jolie. Alors on nous a présenté la vraie voiture en live, voiture qui a pris la piste juste après à Silverstone, aux mains de George Russell en premier puis Hamilton derrière. Et Mercedes nous a diffusé des images d'une voiture qui n'a absolument rien à voir avec la vraie. Du coup, on va voir le côté technique plus sur des photos que sur les rendus 3D. Alors, la philosophie de la Mercedes est similaire à celle, on va dire, de la Williams et de la McLaren, je dirais. Il y a forcément des différences, mais on n'est pas sur les autres concepts qu'on a pu voir jusqu'à présent, notamment chez Ferrari, Aston, Alfa Romeo, etc. Globalement, la voiture fait sage, assez conventionnelle, mais très très fine, et ce sera probablement un de ses atouts. L'aileron avant diffère de la Ferrari, notamment par ses flaps qui redescendent beaucoup vers le museau. On veut pouvoir laisser passer un maximum d'air vers l'entrée du fond plat, qui justement est assez énorme sur la partie centrale de la voiture. Alors comme la Ferrari, le museau vient tenir pour le coup le plan principal de l'aileron avant. Ce nez est assez rond, là où d'autres équipes ont misé sur une forme peut-être un petit peu plus carrée ou un petit peu plus pointue. Il y a une encoche que l'on peut retirer sur le nez. Alors je reconnais qu'on a vu une sorte d'appendice aérodynamique entre guillemets pendant leur filming day, là où on a pu attacher justement une GoPro, mais j'ai aucune idée de ce qu'ils pourront véritablement en faire. Peut-être qu'en fait c'est juste un emplacement, vous savez, où on met des poids, des petits poids de plomb, on va dire, pour équilibrer l'avant de la voiture si besoin. Alors on a bien nos 4 éléments, assez arrondis, redescendant aussi sur l'extérieur pour créer un petit peu d'effet outwash. L'aileron avant fait vraiment plus simple, on va dire, que des concepts à la Alfa Romeo, plus travaillés, plus carrés. Et là, du coup, on se rapproche un petit peu plus de Williams. Alors, au final, la forme de l'aileron avant est la conséquence du design que l'on a de l'entrée du fond plat et de la forme des pontons. En fait, si on a des philosophies, on va dire, différentes au niveau des pontons, l'aileron avant sera a priori différent car on va pas traiter le flux d'air de la même manière. On est sur des suspensions à poussoir à l'avant et attirant à l'arrière. Cette fois-ci, la biellette de direction est placée juste derrière un des bras du triangle de suspension supérieur. Contrairement à Ferrari, on a créé un petit peu d'écart. Alors on a plutôt de la chance parce que Mercedes ne nous a pas caché l'entrée du fond plat et elle est assez intéressante, très haute entre le centre de la voiture et la deuxième ailette verticale. L'entrée redescend très fortement d'un coup, assez sec, puis continue jusqu'au bargeboard. Alors du coup, on a un petit peu cette impression qu'on veut encore plus trier l'air à cet endroit. Soit tu es plus au centre de la voiture en termes de flux d'air et tu as le choix entre prendre le fond plat ou l'entrée d'air latérale directement, soit tu es un petit peu plus excentré et hop, tu vas faire, entre guillemets, un petit peu tout le tour de la voiture pour aller jusqu'au diffuseur en suivant la courbe du ponton. Alors le bargeboard est, je trouve, hyper braqué par rapport à d'autres voitures et justement, on a une très belle partie assez intéressante à regarder de ce côté-là. Les entrées d'air sont assez réduites, les radiateurs ont l'air d'être encore plus petits que l'année dernière. Globalement, en fait, le moteur et la manière de l'agencer a permis un dessin très serré des pontons et du capot moteur. Alors on a bien cette excroissance plate ou presque, on va dire ça comme ça, que l'on retrouve notamment chez Aston Martin et qui va inclure le SIPS, mais cette excroissance est bien courbée vers l'extérieur, probablement au même degré, on va dire, que le bargeboard. Et le repose rétroviseur en fait est une ailette tout simplement qui suit cette courbe. En fait, l'ensemble ailette, excroissance du ponton, bargeboard est assez agressive et permet d'avoir une très grosse capacité en fait entre guillemets à dégager le sillage turbulent des roues avant en dehors de la voiture pour éviter de déranger l'aéro de la voiture elle-même. Alors il faudra voir à quel point l'air se fait expulser en dehors de la voiture et à quel point cela peut rendre le sillage de la Mercedes plus turbulent que les autres. Mais visiblement, une des conséquences de cet ensemble, c'est que peut-être que la Mercedes sera un chouïa plus dur à suivre que d'autres voitures. Alors on a une coupe quand même sous le ponton, j'allais dire presque régulière, ou que l'on a déjà vu les années précédentes sur les F1, donc rien de très extravagant de ce côté-là. On a aussi un effet downwash, un peu comme chez Williams, mais là aussi, cette forme de ponton, on l'a déjà vu les années précédentes. Comme dit l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Pour le coup, je serais super curieux de comparer la Mercedes et la Williams avec une vue du dessus, pour voir à quel point l'ensemble du moteur a été resserré
Du coup, on a un large espace pour emmener beaucoup d'air vers le dessus du diffuseur et du coup augmenter sa capacité, son efficacité. Alors un peu plus bas, c'est le retour des vaguelettes sur le fond plat. On avait vu ce genre de design en début d'année dernière avant que Mercedes l'enlève pour le reste de la saison. Je suppose qu'on veut créer là aussi une sorte de vortex pour sceller un petit peu le fond plat ou alors même dégager les derniers restes d'air un petit peu turbulents sous la voiture pour toujours être un petit peu plus clean et avoir une meilleure efficacité du fond plat. Comme chez Ferrari, mais en un peu plus proéminent, on va dire, j'ai l'impression qu'on a encore une fois cette bosse avant le début du diffuseur pour tenter d'avoir, entre guillemets, 2 points d'appui sous la voiture. Je n'avais pas fait attention, mais je sais pas si c'est le cas ou pas, vous me direz dans les commentaires. Dans la majorité des écuries, est-ce que c'est le cas qu'on ait cette deuxième bosse ou est-ce que c'est que chez Mercedes et Ferrari pour le moment? Enfin, l'aileron arrière en forme de W plutôt qu'une forme de V, on va dire, ou de cuillère, plus dans le jargon. Ça changera en fonction forcément des circuits. On a un pilier central et le système DRS à l'intérieur. DRS qui ne devrait pas être aussi puissant que les années précédentes, puisqu'en fait, le fait de ne pas être encadré directement par des plans verticaux, eh bien, la forme de l'aileron arrière qui fait assez bien glisser l'air sur les côtés fait que le flap supérieur arrière génère probablement un petit peu moins de traînée. Vu que l'on a le droit d'avoir des ouïes de requin sur la carrosserie pour refroidir le moteur, on va dire, et vu comment le moteur est vraiment très serré, je ne doute pas que l'on verra ces petites ouïes de requin apparaître sur la Mercedes justement, sur les Grands Prix avec une forte chaleur. Autrement, rien de très exotique on va dire sur la Mercedes, on s'en parlait en live en fait, lors de la présentation. La Ferrari fait agressive et rapide et la Mercedes paraît plus simple mais efficace à l'œil. Alors là aussi on est sur un concept aéro qui fait sens évidemment, qui a déjà prouvé son efficacité par le passé avec quelques petits ajustements on va dire pour cette année. Je n'ai absolument aucune idée de savoir qui va être mieux que qui. Au final si Mercedes était parti on va dire sur une philosophie à la Aston Martin ou Ferrari, je me serais dit a priori il valait mieux partir dans ce sens. Là du coup, si avant j'avais très peu de certitudes ou juste on va dire des impressions, Mercedes vient juste de me faire poser encore plus de questions, parce que du coup je sais pas du tout ce que ça peut donner. Bon alors du coup il nous reste l'Alpine à découvrir. À l'heure où je tourne, j'ai la très grosse suspicion que la présentation nous montrera une chocar puisque l'équipe est déjà en route vers Barcelone, dont les essais vont commencer donc mercredi. Donc ça m'étonnerait qu'on se prenne la tête à montrer la vraie voiture à Paris pour la faire redescendre en vitesse express pour qu'elle soit vraiment prête à prendre la piste directement le mercredi, sachant qu'Alpine a déjà fait un shakedown au Paul Ricard, donc normalement il devrait déjà être à Barcelone, donc on ne devrait pas avoir la vraie voiture. Donc on devra peut-être attendre encore un petit peu plus longtemps pour découvrir l'Alpine, et on verra en tout cas les couleurs, la livrée, le bleu, le rose. À quel point il y aura beaucoup de rose, ça on sait pas.